Merci beaucoup pour ces mots d'introduction et pour cette invitation. Donc, je vais vous parler de maladies inflammatoires intestinales et de microbiote en faisant un petit peu un zoom sur le rôle du microbiote, puisque vous avez déjà eu une très très bonne introduction par le professeur Fischer sur ces maladies. Donc, juste pour replacer un petit peu les acteurs qui sont présents. Pour un adulte qui fait à peu près 70 kg, il va y avoir de l'ordre de 2 kg de contenu intestinal. On a grossièrement autant de bactéries dans l'intestin que de cellules dans le corps. C'est un chiffre qui a été récemment revu un tout petit peu à la baisse. Mais pour vous donner une idée, dans 1 gramme de matière fécale, donc 1 gramme c'est vraiment une noisette, vous avez plus de 100 milliards de micro-organismes. Normalement, dans chacune de nos cellules humaines, on a un génome et si tout va bien, c'est le même génome dans chacune de nos cellules. Si vous mettez bout à bout les gènes des micro-organismes que l'on a dans l'intestin, cela représente de 100 à 150 fois la taille du génome humain. Donc vous avez entendu parler du génome humain pendant des années, la complexité et la masse d'informations que ça représente, et bien là vous multipliez par 100. Ça vous donne une idée des difficultés pour appréhender cette masse d'informations. Lorsque on étudie des micro-organismes, et notamment des bactéries, en général, on essaye de les faire pousser, ces bactéries. Eh bien, là aussi, on a une grande difficulté, c'est que si on utilise les méthodes classiques de bactériologie, on arrive à faire pousser seulement 30% des bactéries qu'on a dans l'intestin, ce qui fait que si l'on veut analyser le microbiote intestinal dans son ensemble, eh bien, on est obligé d'utiliser des méthodes indépendantes de la culture, donc du séquençage, exactement ce que l'on fait avec le génome humain par ailleurs. En utilisant ces méthodes, eh bien, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans ce microbiote intestinal, il y a des bactéries, et c'est le composant majoritaire, en tout cas celui qui est le mieux connu. Et ces bactéries, elles appartiennent à ces 2 grands groupes majoritaires, donc avec des noms barbares, les firmicutes et les bactéroïdètes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces bactéries, elles sont pour la plupart anaérobies strictes, c'est-à-dire qu'elles ne poussent pas en présence d'oxygène, et c'est une des raisons qui explique pourquoi on a beaucoup de mal à les faire pousser au laboratoire. Ces dernières années, on a d'autres informations sur d'autres micro-organismes qui existent dans l'intestin, notamment des levures, des champignons, mais également des virus, et particulièrement ce que l'on appelle des phages. Les phages, ce sont des virus qui vont cibler les bactéries. Et on pense aujourd'hui que ces phages modulent les populations bactériennes dans l'intestin, comme on sait qu'elles le font déjà depuis longtemps dans les communautés bactériennes des océans, par exemple. Et puis, il y a encore d'autres micro-organismes, des archées, des protistes, et avec les connaissances qui s'accumulent maintenant sur ce microbiote intestinal, il y a même certains parasites unicellulaires qu'on considérait comme peut-être pathogènes il y a quelques années, et pour lesquels on se rend compte maintenant bien, que ce sont des commensaux, qu'on les trouve chez plus d'un tiers des sujets sains. Donc des notions même de pathogénicité qui changent. Ce microbiote intestinal, il joue énormément de rôles pour notre physiologie, pour notre santé. Je ne vais pas m'étendre trop sur ces éléments, mais juste en quelques mots, il y a des fonctions métaboliques, la synthèse d'un certain nombre de vitamines, la dégradation de xénobiotiques, et donc les xénobiotiques, c'est-à-dire des produits étrangers que l'on ingère, donc on peut penser à des produits toxiques, mais il y a aussi des produits étrangers qu'on ingère volontairement, les médicaments notamment, et aujourd'hui il y a tout un champ de la recherche qui est en train d'exploser sur le rôle du microbiote dans la sensibilité aux médicaments, que ce soit en termes de toxicité ou d'efficacité. Un rôle sur ce qu'on appelle la fonction barrière, c'est-à-dire que, effectivement, l'intestin, son rôle principal, c'est quand même d'absorber les calories, mais c'est aussi une surface d'échange avec le monde extérieur, et donc potentiellement une surface d'agression avec le monde extérieur. Et donc, cet intestin doit rester quand même d'une certaine manière étanche à des agressions, et c'est cette fonction barrière qui est en cause. Et le microbiote joue un rôle très important pour maintenir cette barrière, notamment en induisant la sécrétion des immunoglobulines A dans la lumière de l'intestin, en renforçant les jonctions serrées qui existent entre les cellules épithéliales de l'intestin, et également en induisant la production de ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens, c'est-à-dire des antibiotiques naturels qui sont produits par les cellules épithéliales sous l'influence du microbiote. Les fonctions immunitaires dont le professeur Fischer vous a parlé déjà abondamment, et aujourd'hui on sait que ce microbiote il va vraiment stimuler, maturer le système immunitaire non seulement dans l'intestin, mais également à distance,
avec des molécules microbiennes qui vont circuler jusqu'à la moelle osseuse et jouer un rôle sur vraiment la myélopoïèse, la production dans la moelle de certaines cellules immunitaires. Un rôle concernant la protection vis-à-vis des pathogènes, et notamment dans l'intestin, puisque ce microbiote intestinal va finalement entrer en compétition avec des pathogènes de rencontre possibles, que ce soit pour des nutriments, pour des sites de liaison. Par exemple, paradoxalement, si vous avez pris des antibiotiques, vous êtes plus à risque de faire une infection intestinale, puisque vous avez en partie détruit votre microbiote, et donc finalement, il y a de la place pour un pathogène de rencontre pour s'installer et donc causer une pathologie. Et puis, il y a même ces dernières années des données qui montrent que le microbiote a des effets sur la manière dont notre cerveau fonctionne. Alors, ça peut paraître un petit peu farfelu, comme ça, de se dire que le microbiote peut avoir des effets si loin de l'intestin. Juste à titre d'exemple, parce que c'est un élément qui est beaucoup mentionné, ce n'est pas si farfelu que ça. D'abord, on connaît les connexions nerveuses qui existent entre le cerveau et l'intestin. Et si vous demandez à un étudiant qui passe un examen, il vous dira que peut-être il a des troubles digestifs, mal au ventre, la diarrhée. Eh bien, ça, ce sont l'effet des connexions qui vont du cerveau vers l'intestin. Mais ces connexions, elles vont également dans l'autre sens, de l'intestin vers le cerveau. Et le microbiote peut avoir un impact sur ces terminaisons nerveuses. Et puis, à côté de cet effet, finalement, sur les voies nerveuses, eh bien, il y a d'autres mécanismes d'action. Et notamment, ce microbiote qui est extrêmement diversifié, avec une information génétique immense, va produire des molécules en très grande quantité et en très grande diversité. Et cette production, elle se fait dans un organe dont la fonction principale, c'est d'absorber. Donc, énormément de ces molécules vont être absorbées, vont passer dans la circulation porte, se retrouver au niveau du foie où certaines vont être détruites, certaines vont être transformées, certaines vont passer de manière complètement inchangée dans la circulation générale. Et une fois que les molécules du microbiote ou dérivées du microbiote se retrouvent dans la circulation générale, eh bien finalement elles peuvent atteindre n'importe quel organe du corps, et il y a certaines de ces molécules qui sont capables de passer la barrière hémato-encéphalique et donc se retrouver dans le cerveau et agir directement dans le cerveau. C'est juste un exemple pour vous montrer que le microbiote peut avoir des effets bien éloignés de l'intestin, et ça fait une connexion avec ces lésions extra-intestinales dont vous parlait le professeur Fischer tout à l'heure, que l'on trouve chez ces patients qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a des manifestations même ophtalmologiques, neurologiques, cutanées. Peut-être que c'est médié par des molécules microbiennes qui circulent. Donc forcément, si ce microbiote est si important dans la physiologie, pour le bon fonctionnement de notre organisme, eh bien, il est assez logique de se dire que s'il fonctionne de manière anormale, eh bien, il peut jouer un rôle dans la physiopathologie, dans le développement de certaines maladies. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Je ne vais pas revenir de manière détaillée sur ces maladies qui vous ont été déjà bien présentées. Juste pour vous redire qu'il n'y a pas de traitement curatif pour ces maladies, qu'il peut y avoir un certain nombre de complications, notamment des poussées sévères qui peuvent se compliquer, qui peuvent nécessiter une hospitalisation, mais il y a également des infections et des cancers qui sont reliés soit à la maladie elle-même, soit favorisés par les traitements immunosuppresseurs qu'on peut être amené à donner à ces patients. Vous avez ici des images de coloscopie. Une muqueuse colique normale, qui ressemble finalement à l'intérieur de votre joue. Ici, une muqueuse d'un côlon d'un patient qui a une maladie de Crohn, dans lequel vous voyez très clairement des ulcérations profondes qui sont blanches ici, juste à côté d'une muqueuse qui est normale, et puis à nouveau une lésion, une zone malade. Et donc ça, c'est caractéristique de la maladie de Crohn, ce sont ces lésions segmentaires et focales et relativement profondes. Alors que dans la rectocolite hémorragique, vous avez une muqueuse qui est ici rouge, homogène, plus superficielle, la teinte est plus superficielle, mais en revanche homogène. Donc ça, c'est vraiment une des différences entre Crohn et rectocolite hémorragique. Ces maladies, elles sont fréquentes. Une incidence de à peu près 10 pour 100 000 habitants en France. On estime qu'il y a 200 à 250 000 cas de ces maladies en France. Et c'était d'ailleurs hier la journée annuelle de ces maladies. Et puis si on prend le risque de développer cette maladie au cours de la vie, globalement, il est supérieur à 1%, ce qui en fait vraiment pas des maladies rares, d'autant plus que cette incidence, cette prévalence augmente partout dans le monde, que ce soit dans les pays occidentaux comme le nôtre, mais aussi dans les pays qui sont en train d'acquérir un mode de vie qui ressemble au nôtre. Et on peut penser par exemple à la Chine, où on est en train de voir l'émergence de ces maladies, comme finalement ça a été le cas dans les pays occidentaux
après la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où on a commencé à avoir un mode de vie qui est un mode de vie occidental. En termes de physiopathologie, si vous ouvrez un livre sur la physiopathologie de cette maladie, ce que vous allez voir, c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit que ces maladies, elles sont liées à une activation du système immunitaire dans l'intestin vis-à-vis du microbiote chez des sujets qui sont génétiquement susceptibles et sous l'influence de facteurs d'environnement. Donc avec ce genre de phrase, effectivement, vous dites beaucoup de choses, mais vous dites aussi pas grand-chose. Vous dites surtout que ce sont des maladies très complexes, avec différents acteurs, les facteurs d'environnement, la génétique, et puis au milieu, le microbiote. Et puis néanmoins, ces dernières années, on a un certain nombre de travaux qui suggèrent que certains facteurs environnementaux, certains facteurs génétiques pourraient influer sur cette maladie en modifiant le microbiote intestinal. Alors ça ne veut pas dire que le microbiote est responsable de tout dans cette maladie, ce n'est pas le seul acteur du tout. Il y a d'autres facteurs génétiques et environnementaux qui vont influer sur cette maladie de manière indépendante du microbiote. Quelques arguments pour lesquels on pense que le microbiote est important. Ce sont pour beaucoup des choses qu'on connaît déjà depuis assez longtemps. D'abord, si vous regardez la génétique et tous les facteurs génétiques qui sont associés à ces maladies, eh bien, la grande majorité des gènes de susceptibilité sont dans des gènes qui vont coder pour des molécules impliquées soit dans la reconnaissance des micro-organismes, soit dans la réponse aux micro-organismes. Et évidemment, micro-organismes dans l'intestin, c'est le microbiote. Si vous demandez à un gastro-entérologue, eh bien, il vous dira que le flux fécal, c'est un élément majeur de l'initiation de l'inflammation. Et d'ailleurs, si on est amené à dériver le flux fécal en faisant ce qu'on appelle une stomie, eh bien, les lésions qui sont en aval et qui ne sont plus en contact avec le flux fécal et donc avec les bactéries, eh bien, elles cicatrisent. Et si vous remettez en contact la muqueuse intestinale avec le contenu intestinal, eh bien, en quelques jours, vous voyez des lésions histologiques qui réapparaissent. Et donc ça veut bien dire que le contenu intestinal, et notamment le contenu microbien, joue un rôle, et en tout cas nécessaire et indispensable à l'initiation de cette inflammation. Si vous allez au laboratoire et que vous essayez d'induire une inflammation chez la souris, parce que les souris ne font pas de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique spontanément, si on veut étudier ces phénomènes, on est obligé de les induire au laboratoire, eh bien, c'est quasiment impossible d'induire une inflammation dans l'intestin d'une souris qui n'aurait pas de microbiote intestinal. C'est ce qu'on appelle les souris axéniques. On les fait pour ça, sans microbiote intestinal, sans aucun micro-organisme, ce qui permet d'étudier justement les interactions entre les micro-organismes et le système immunitaire. Eh bien, si on prend une souris sans microbiote, quasiment impossible d'induire une inflammation intestinale, ce qui suggère bien que le microbiote joue un rôle. Et puis, je vais y revenir plus longuement ensuite, le microbiote, chez les patients qui ont une MICI, il est anormal, c'est ce qu'on appelle la dysbiose, et on va y revenir. Si on s'intéresse aux facteurs environnementaux, comment l'environnement influe sur le microbiote et sur la maladie? Eh bien, d'abord, il y a toute une série de phénomènes qui se passent au début de la vie. Et aujourd'hui, on a vraiment conscience que ce qui se passe au début de la vie vis-à-vis du microbiote, c'est très important, puisque le mode d'accouchement, le type d'alimentation qu'on va avoir, l'exposition à des antibiotiques ou le mode de vie exposé à des animaux de ferme ou au contraire dans un milieu pollué, eh bien tout ça va jouer un rôle sur finalement les premières interactions entre nos cellules et les micro-organismes. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'accouchement, évidemment, si vous avez une naissance par voie basse, les premiers micro-organismes qui vont être rencontrés sont ceux de la filière génitale maternelle et celle du périnée de la mère, c'est-à-dire des bactéries fécales, alors que si on a un accouchement par césarienne, eh bien, les premiers micro-organismes rencontrés sont ceux de la peau et de la salle d'opération. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout les mêmes. Et donc, aujourd'hui, on pense que ces premières interactions pourraient jouer un rôle. D'ailleurs, si on reprend les antibiotiques, ici c'est une étude danoise qui a été publiée il y a quelques années, une cohorte nationale, près de 600 000 enfants, donc là vraiment on a de la puissance statistique. Et bien dans cette étude, il a été observé que plus un enfant avait reçu d'antibiotiques dans l'enfance, plus son risque de développer une maladie inflammatoire dans l'intestin augmentait. Il y a des données qui sont tout à fait similaires avec les césariennes et le type d'alimentation, notamment le risque, un allaitement maternel versus maternisé. D'autre part, il y a des travaux récents, expérimentaux chez la souris, qui suggèrent aussi que ces premières interactions sont importantes. Ici, c'est un travail qui a été publié très récemment par des collègues de l'Institut Pasteur, qui a montré que lorsque on étudie des souris, et que l'on perturbe le microbiote au moment du sevrage, c'est-à-dire au moment où on arrête l'allaitement et qu'on passe les souris à une alimentation normale,
eh bien, on va modifier les interactions entre le microbiote et le système immunitaire, si bien qu'à l'âge adulte, les souris vont être plus susceptibles à l'inflammation intestinale. Donc ces souris, elles sont sevrées vers l'âge de 3 semaines. On va les soumettre à une inflammation intestinale à l'âge adulte, c'est-à-dire entre 6 et 8 semaines. Eh bien, celles chez qui on a perturbé cette étape de sevrage vont être beaucoup plus susceptibles à l'inflammation que les autres. Donc ça, c'est ce qui se passe en période néonatale, mais bien sûr, après, il y a tout le reste de la vie. Et quand on parle de microbiote, la vie adulte commence vers l'âge de 2-3 ans, donc c'est quand même extrêmement large. Le microbiote peut aussi être perturbé, et on a énormément de données sur le mode d'alimentation qui peut perturber. Et si on change d'alimentation de manière relativement drastique, en quelques jours, le microbiote va changer. Les antibiotiques, évidemment, vous en avez tous probablement déjà fait l'expérience, ça fait un effet sur le microbiote. On sait aujourd'hui que d'autres médicaments ont des effets sur le microbiote, c'est le cas notamment des antiacides, les inhibiteurs de la pompe à protons qui bloquent la production d'acide dans l'estomac, ont des effets sur le microbiote intestinal, et bien d'autres médicaments encore. Les additifs alimentaires, les émulsifiants et d'autres molécules qui sont rajoutées par les industriels dans les plats industriels ont des effets très importants sur le microbiote. En tout cas, c'est montré de manière observationnelle chez l'homme et de manière expérimentale chez la souris. Lorsque l'on va perturber le microbiote avec ce type de composants qu'on trouve dans les produits industriels, eh bien, ça modifie la susceptibilité des souris à l'inflammation en les rendant bien sûr plus susceptibles à l'inflammation. Et on a même des données qui montrent que le tabac a également un effet sur le microbiote intestinal. Et donc toutes ces perturbations du microbiote au cours de la vie adulte vont entraîner des altérations non seulement de la composition, mais plus important de la fonction et des fonctions du microbiote intestinal. Et tout cela va avoir des effets sur l'hôte. Bien sûr, il y a un composant qu'il ne faut pas oublier, c'est la génétique, auquel on est exposé bien sûr très tôt dans la vie, mais plus globalement tout le reste de notre vie aussi. Et la génétique, et je vais vous en parler un petit peu plus tard, a des effets également sur le microbiote. Un autre élément qui est très important, surtout ces dernières années, c'est qu'une fois qu'on a modifié le microbiote, eh bien, peut-être qu'il y a des effets sur les générations suivantes. Pourquoi ? Eh bien, si on a un microbiote qui est altéré chez la mère, il peut y avoir des conséquences chez l'enfant. D'abord, je vous ai parlé des métabolites, des molécules qui sont produites par le microbiote et qui peuvent circuler dans le sang. Eh bien, si elles circulent dans le sang, au cours d'une grossesse, eh bien, elles peuvent, pour certaines d'entre elles, atteindre le fœtus. Et il y a des données qui montrent qu'effectivement, ces molécules peuvent atteindre le fœtus. Au moment de l'accouchement, il y a ce qu'on appelle la transmission verticale du microbiote maternel vers l'enfant. Et puis, au moment de l'allaitement, on sait aujourd'hui que dans le lait maternel, eh bien, ce n'est pas du tout stérile. Il y a une quantité de micro-organismes très importante, une grande diversité, et notamment des bactéries intestinales. Il y a des bactéries intestinales et des métabolites, des molécules issues du microbiote. Et là encore, donc, ces molécules et ces micro-organismes peuvent avoir un effet sur le microbiote du nouveau-né. Aujourd'hui, notre mode de vie occidental, on ne l'a pas acquis il y a quelques années ou 10 ans. On l'a acquis il y a des dizaines d'années, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs générations qui ont été soumises à ces agressions du microbiote intestinal. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a possiblement des effets transgénérationnels. Et donc, cette hypothèse, elle a été testée par des collègues américains dans ce travail. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des souris. Et puis, les souris, habituellement, ça mange essentiellement des légumes. Pour être simple, ça mange des fibres alimentaires. Et donc, ils ont soumis des souris à leur régime habituel ou alors à un régime pauvre en fibres alimentaires. Et donc, ils ont changé la composition de l'alimentation. Donc, voilà ce qu'ils ont observé. Ici, c'est le temps sur cet axe-là. Et sur cet axe Y, quand il y a une modification, eh bien, ça va bouger sur cet axe-là. Donc, ce que vous voyez, c'est que les souris qui ont un régime normal, eh bien, au cours du temps, leur microbiote ne change pas. Celles à qui qu'on va soumettre pendant une certaine période à un régime pauvre en fibres, vous voyez que le microbiote change, et puis lorsqu'on revient à un microbiote normal, à une alimentation normale, le microbiote va progressivement revenir à l'état initial. Et ça, c'est quelque chose de très connu. Si on perturbe son microbiote avec quel que soit le facteur perturbateur, si c'est transitoire, on va pouvoir revenir à un état initial. C'est ce qu'on appelle la résilience du microbiote.
Maintenant, les mêmes chercheurs ont fait la même expérience, mais en maintenant la perturbation du microbiote sur plusieurs générations. Donc là, c'est les mêmes résultats. Le microbiote normal, l'alimentation normale en vert, une perturbation du microbiote par un régime alimentaire modifié pendant une génération, avec la tendance à revenir à l'état initial. Ici, c'est si on perturbe le microbiote sur 2 générations. Vous voyez que déjà, le retour à l'état initial, il est beaucoup plus compliqué. Et si on le fait sur 3 ou 4 générations, il y a simplement plus de retour à l'état initial. Parce qu'on a établi une pression sur le microbiote qui fait que certaines bactéries ont tout simplement été éliminées du système. Donc si elles sont éliminées, elles ne peuvent pas revenir, même si on change l'alimentation à nouveau. Donc ce que ça veut dire, c'est que effectivement, les perturbations du microbiote sur plusieurs générations successives pourraient entraîner des altérations irréversibles. Et à l'heure où on a notre mode de vie occidental relativement pauvre en fibres et avec une alimentation assez monotone finalement, eh bien, on peut se poser la question. Et donc dans ce cas-là, finalement, la seule solution, ça serait de réapporter des micro-organismes exogènes. Et donc là, c'est ce qui a été fait par transplantation fécale chez ces souris. Ici, celles qui n'ont pas reçu la transplantation fécale, et puis celles en rouge qui ont reçu la transplantation fécale, où on revient à un état quasiment normal. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu plus précisément de ce qui se passe au moment de l'âge adulte. Et pour commencer, je vais vous parler de cette dysbiose, de ce déséquilibre qui existe dans le microbiote des patients qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, sur ce schéma qui peut paraître compliqué, en fait, c'est relativement simple. Chaque point, ça représente le microbiote d'un sujet. Plus 2 points sont proches, plus les microbiotes sont similaires, et plus 2 points sont éloignés, plus les microbiotes sont différents. Et donc là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de statistiques pour voir que les points bleus ici, que sont les sujets sains, sont différents des points rouges, qui sont les patients qui ont une MICI en poussée. Et vous voyez qu'en vert, les patients qui ont une MICI en rémission eh bien, sont entre les 2 groupes. Donc ça, c'est quelque chose que l'on connaît depuis maintenant assez longtemps, et plus de 10 ans. Le microbiote des patients qui ont une MICI est différent de celui des sujets sains. Et parmi les différences, il y a deux grandes caractéristiques. La première, c'est une diminution de la diversité de ce microbiote. Ici, les patients qui ont une MICI par rapport aux sujets sains. Et quand on parle de diversité, c'est le même terme que celui qu'on emploie quand on mesure la diversité dans les océans ou dans les forêts. C'est exactement la même chose. C'est vraiment qu'il y a moins d'espèces présentes dans cet écosystème. Et puis une autre caractéristique, c'est que ici, si vous regardez les 2 grands groupes bactériens dont je vous ai parlé précédemment, ici en bleu les firmicutes et en vert les bactéroïdétes, eh vous voyez que chez les patients qui ont une MICI, on voit une diminution de ce groupe bleu, une diminution des firmicutes, et puis une apparition de ce groupe constitué de protéobactéries en orange qui prend une place considérable dans le microbiote de ces patients. Alors on va prendre quelque chose d'imagé. Voilà un microbiote sain. Dans un microbiote sain, vous avez des micro-organismes, c'est évidemment extrêmement simplifié, mais des micro-organismes qui sont plutôt anti-inflammatoires, régulateurs, qui vont avoir un effet de calmer le système immunitaire, ce qui d'ailleurs est nécessaire, parce que quand on imagine qu'il y a des milliards et des milliards de micro-organismes dans l'intestin, il vaut mieux que le système immunitaire ne soit pas trop activé à cet endroit-là. Et puis vous avez d'autres bactéries présentes en moins grand nombre, qui sont, alors qu'on peut qualifiées de pro-inflammatoires, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce sont des bactéries finalement qui stimulent le système immunitaire, donc elles sont aussi nécessaires, mais il ne faut pas qu'elles soient trop présentes pour pas que le système soit trop stimulé. Donc si tout se passe bien, on est dans cette situation-là, et c'est globalement la paix dans notre intestin. Dans une maladie inflammatoire de l'intestin, voilà ce qui se passe. Vous avez un déséquilibre complet entre des bactéries pro-inflammatoires, qui là deviennent vraiment pro-inflammatoires, et les bactéries régulatrices, qui sont anti-inflammatoires. Et donc, parmi les listes de ces bactéries pro-inflammatoires et anti-inflammatoires, dans les bactéries anti-inflammatoires, il y a toutes ces bactéries. Il y en a d'autres. Ici, vous avez des bactéries pro-inflammatoires. Le nom de ces bactéries n'a pas beaucoup d'importance. Je vais juste vous parler d'une seule de ces bactéries comme exemple, qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzi. Donc, cette bactérie, on l'a identifiée comme étant manquante chez les patients qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin, alors que chez les sujets sains, c'est un dominant très important du microbiote. C'est une des rares bactéries qu'on retrouve chez tous les êtres humains, et à elle seule, elle représente entre 3 et 5-6% du microbiote. Donc c'est une bactérie importante du microbiote normal, et qui disparaît tout simplement chez les patients atteints de maladies inflammatoires, et notamment de maladies de Crohn. Ça, ce sont des résultats qu'on a observés et publiés en 2008, donc il y a plus de 10 ans maintenant.
Et on a émis l'hypothèse que peut-être cette bactérie, qui est si importante dans le microbiote sain, pourrait avoir des effets anti-inflammatoires. Et effectivement, on a montré que cette bactérie, elle avait des effets anti-inflammatoires sur différents modèles, des cellules épithéliales, des cellules immunitaires, et puis dans des modèles inflammatoires de colite chez la souris. Et puis plus récemment, avec des collègues de Nantes, on a observé que cette bactérie était capable d'induire une certaine catégorie de lymphocytes T régulateurs assez particulière, qui n'expriment pas FOXP3, mais qui, en dehors de ça, ont des capacités régulatrices tout à fait similaires aux lymphocytes T régulateurs. Et ces lymphocytes T régulateurs particuliers, qui expriment à la fois le CD4 et le CD8, ils ont la propriété d'être spécifiques de l'homme, ce qui fait que nos collègues immunologistes qui travaillent que sur la souris les connaissent mal ou pas, puisqu'on ne les trouve pas chez la souris. Alors que chez l'homme, eh bien, 10% des lymphocytes T du côlon sont ces lymphocytes T régulateurs. Donc ce ne sont pas du tout des cellules rares, ce sont des cellules qui sont importantes, mais pour lesquelles on n'a pas l'équivalent chez la souris, donc assez compliqué à étudier. Et en ce moment, on fait des modèles assez complexes de souris humanisées pour arriver à évaluer si effectivement in vivo on a des effets anti-inflammatoires. Deuxième aspect, la génétique. Donc la génétique, qui est un autre acteur évidemment important dans ces maladies, eh bien, cette génétique pourrait avoir un impact sur le microbiote. Alors, première manière que l'on a trouvée avec le professeur Alain Fischer d'essayer de répondre à la question de savoir si la génétique de l'homme pouvait avoir un effet sur le microbiote, c'est d'étudier ces déficits immunitaires primitifs dont vous a parlé le professeur Alain Fischer, qui induisent une maladie inflammatoire de l'intestin qui ressemble, comme une goutte d'eau, comme deux gouttes d'eau, à une maladie inflammatoire, et notamment une maladie de Crohn. Donc on a identifié 3 types de déficits immunitaires qui sont indiqués ici, dont vous avez un petit peu déjà entendu parler. Je ne vais pas revenir en détail sur ces déficits immunitaires, la granulomatose chronique septique, le déficit en XIAP et le déficit en TTC7A. La seule chose qui est importante, c'est que ces déficits immunitaires induisent des conséquences sur le système immunitaire qui sont toutes différentes. Et donc on a caractérisé le microbiote fécal de ces patients. Donc là, c'est le même type de schéma que ce que je vous ai montré précédemment. 2 points proches, ça veut dire que les microbiotes sont proches. 2 points éloignés, les microbiotes sont différents. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que les sujets sains sont localisés ici. Les patients qui ont une MICI classique polygénique en rouge sont localisés ici. Et puis vous voyez que les patients qui ont un déficit en TC7A sont là, les XIAP sont là et les granulomatoses chroniques septiques sont là. Il y a une clusterisation, un regroupement des microbiotes en fonction de la génétique, suggérant que effectivement la génétique joue un rôle, puisque l'avantage que l'on a à étudier ces patients, c'est qu'on est bien convaincu que s'ils ont cette inflammation dans l'intestin, c'est parce qu'ils ont un gène et un gène unique qui dysfonctionne. Si on regarde en détail, plus en détail les anomalies du microbiote chez ces patients et qu'on compare à des sujets sains, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une série de bactéries qui sont augmentées, par exemple, chez les patients qui ont un déficit en TTC7A par rapport aux sujets sains. Chez les patients qui ont eu un déficit en XIAP, ce sont d'autres bactéries qui sont augmentées. Et chez les patients qui ont une granulomatose chronique septique, ce sont encore d'autres maladies qui sont augmentées par rapport aux sujets sains, montrant que finalement, il y a une spécificité des anomalies du microbiote en fonction de la génétique. Autre manière de faire pour savoir si finalement notre génétique a un effet sur le microbiote, c'est d'analyser le microbiote chez des patients qui ont une MICI et de corréler à leur polymorphisme génétique. Et c'est un travail que l'on a fait récemment et publié récemment en prenant les patients de l'hôpital Saint-Antoine et les gènes de susceptibilité majeure de ces maladies inflammatoires de l'intestin. Le résultat majeur que l'on a observé dans notre cohorte, qui était composé d'à peu près 200 patients, c'est que les patients qui étaient porteurs du polymorphisme de NOT2, qui est NOT2, c'est vraiment le gène qui a le plus fort poids génétique dans cette maladie, eh bien, les patients qui étaient porteurs de ce polymorphisme avaient un taux de Faecalibacterium prausnitzii plus bas que les autres. Et on a confirmé ce résultat. Ça, c'était un résultat par séquençage, hein, donc une analyse complètement sans a priori. On n'avait aucun a priori de tomber ni sur NOT2 ni sur cette bactérie. C'est vraiment l'analyse statistique qui nous a pointé du doigt cette association. Et on a confirmé ces résultats avec d'autres méthodes, en l'occurrence ici de la PCR en temps réel. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on a confirmé ces résultats dans 3 autres cohortes de patients,
2 cohortes venant d'Amérique du Nord et une autre cohorte américaine, et à chaque fois, on a trouvé la même direction et la même significativité entre les anomalies de note 2 et la diminution de cette bactérie Faecalibacterium prausnitzii. Ensuite, on a travaillé avec des mathématiciens qui ont fait de la modélisation pour essayer de comprendre comment ça pouvait marcher, ce système. Et donc, en gros, vous avez 3 acteurs. Vous avez la génétique, les bactéries et puis la maladie. Et donc, vous pouvez imaginer que c'est la génétique qui va modifier le micro-organisme, le microbiote, et que ces modifications du microbiote vont avoir un effet sur la maladie, mais vous pouvez aussi imaginer finalement que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que vous avez la génétique qui joue un rôle, le microbiote qui joue un rôle, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Et puis il y a comme ça 4 possibilités qui sont individualisées. Et en fait, avec des méthodes de modélisation pour lesquelles je suis absolument incapable de vous donner une explication, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, eh ben, on a été capable de montrer que le modèle le plus probable, c'était le modèle dans lequel la génétique modifiait le microbiote et que ces modifications du microbiote avaient un effet sur les maladies inflammatoires de l'intestin. Ça reste de la corrélation améliorée, hein, bien sûr, mais ça reste encore de la corrélation, bien sûr. Néanmoins, ces travaux et ceux que je vous ai montrés précédemment sur ces déficits immunitaires primitifs qui causent des maladies qui ressemblent très fortement à une maladie de Crohn suggèrent que ces anomalies du microbiote ne sont pas seulement un phénomène spécifique secondaire à l'inflammation, mais que finalement la génétique de l'hôte pourrait aussi moduler activement la dysbiose. Donc ces anomalies du microbiote. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, un des meilleurs moyens pour tester ces hypothèses et explorer la causalité, c'est d'aller regarder chez la souris où on peut manipuler le système de manière beaucoup plus contrôlée. Donc, c'est ce que l'on a fait avec un autre travail sur un autre gène. Donc, dans ces maladies inflammatoires de l'intestin, le professeur Fischer vous en a parlé, il y a énormément de gènes de susceptibilité. La majorité de ces gènes sont communs à la fois à la maladie de Crohn et à la rectocolite hémorragique. Et il y a un de ces gènes qui s'appelle CARD9. Donc CARD9, qu'est-ce que c'est? C'est un gène qui code pour une molécule adaptatrice qui est présente dans les cellules présentatrices de l'antigène, macrophages, cellules dendritiques notamment, et qui va intégrer les signaux en aval de récepteurs de l'immunité innée. Donc en soi, ce n'est pas un détecteur, ce n'est pas un récepteur, mais ça intègre les signaux en aval des récepteurs. Et c'est un gène donc de susceptibilité à la fois de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Donc pour essayer de comprendre un petit peu le rôle de ce gène, on a utilisé une approche assez classique. On a pris des souris et on a invalidé le gène, on a retiré le gène CARD9, et ça fait des souris donc CARD9-KO, c'est comme ça qu'on appelle, et puis on a soumis ces souris à une inflammation intestinale en utilisant un produit chimique qui s'appelle le dextran sodium sulfate, qu'on met dans l'eau de boisson des souris, et en gros ce produit va induire, pour être simple, une inflammation du côlon en abrasant les cellules épithéliales. C'est un modèle qui est extrêmement classique et étudié et utilisé vraiment partout dans le monde. Si vous regardez la courbe de poids du haut, c'est ce que l'on observe chez une souris qui est génétiquement normale de manière tout à fait habituelle. Pendant la période où la souris est sous DSS, le poids va baisser, et puis au moment où vous arrêtez le DSS, vous remettez de l'eau normale pour les souris, et bien le poids remonte, il y a une cicatrisation et les souris reviennent à un état normal. Chez les souris qui sont invalidées pour CARD9, vous voyez que dans la phase de récupération, il y a un défaut très important avec une impossibilité à récupérer le poids initial. On a fait un certain nombre d'analyses sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais le résultat principal que l'on a obtenu, c'est que chez ces souris invalidées pour CARD9, eh bien, il y avait un défaut d'expression d'une cytokine qui s'appelle l'interleukine 22 et également de REC3-gamma et de REC3-bêta. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? REC3-gamma et REC3-bêta, ce sont des peptides antimicrobiens qui sont justement codés qui sont exprimés par les cellules épithéliales, et donc ce sont finalement des antibiotiques naturels. Et ces peptides antimicrobiens sont induits par l'interleukine 22. Donc un lien finalement entre ces différentes molécules. Donc évidemment, la question suivante que l'on s'est posée, c'est est-ce que tout ça a un effet sur le microbiote? Puisqu'on parle de peptides antimicrobiens, est-ce que ça a un effet sur le microbiote? Donc la réponse est oui. Ici, vous avez le microbiote de souris CARD9-KO et ici de souris génétiquement normales, des bactéries, le microbiote bactérien, mais aussi le microbiote fongique auquel on s'intéresse également. Et on a observé comme ça un certain nombre de différences entre le microbiote de souris normales et de souris invalidées pour CARD9. Alors bien sûr, le seul intérêt de travailler chez la souris, c'est d'aller plus loin que la corrélation.
c'est d'essayer de comprendre le rôle de ce microbiote. Et on s'est posé la question de savoir si ces anomalies du microbiote jouaient un rôle dans la susceptibilité à l'inflammation, puisque là, ces anomalies, elles étaient observées à l'état basal, hein, avant la moindre inflammation intestinale. Donc Bruno, qui était à l'époque postdoc au laboratoire, a fait ces expériences. Il a pris des souris axéniques, c'est-à-dire sans microbiote, et génétiquement complètement normales. Certaines souris ont été colonisées avec un microbiote issu de souris normales, et les autres souris avec un microbiote issu des souris Carr9-KO, ce qui fait qu'il a obtenu 2 groupes de souris, toutes génétiquement normales, un groupe avec un microbiote normal et un groupe avec un microbiote qu'on va appeler Carr9-KO. Et ensuite, il a soumis à nouveau ces souris au même modèle par DSS, et voilà le résultat qu'on a obtenu. Vous voyez que les souris qui ont reçu le microbiote Carr9 eh bien, ont le même défaut de cicatrisation après la colite que les souris qui étaient génétiquement altérées. Donc on était très intéressé par ces résultats, mais on a cherché à comprendre ce qui se passait. Et on a été extrêmement surpris de voir que chez ces souris génétiquement normales, on voyait un défaut d'interleukine 22 et de REC3 gamma et REC3 bêta également. Donc en transférant le microbiote, on a transféré le défaut immunitaire. Donc assez surprenant, et donc ce que ça voulait dire, c'est qu'il y avait une fonction probablement très importante dans le microbiote des souris qui disparaissait chez ces souris Carr9-KO. Et donc pour faire court, après un certain nombre d'expériences et de réflexions, on est abouti au tryptophane. Le tryptophane, qui est un acide aminé essentiel, bien sûr important pour la synthèse des protéines, c'est aussi un précurseur très important pour beaucoup de molécules, comme par exemple la sérotonine, entre autres. Mais ce tryptophane peut être aussi utilisé par certaines bactéries du microbiote pour produire des dérivés qu'on appelle des dérivés indoles. Par exemple, l'acide indole acétique. Ces dérivés indoles sont capables de se fixer à un récepteur qui se trouve sur différentes cellules, notamment des cellules immunitaires. Ce récepteur s'appelle aryl hydrocarbone récepteur, AHR. Et lorsque les cellules immunitaires sont stimulées sur ce récepteur-là, elles vont produire, en tout cas certaines d'entre elles, vont produire de l'interleukine 22. Donc, ce que l'on a pu démontrer après une série d'expériences, c'est que chez les souris Carr9-KO, il y avait un défaut, une anomalie de composition du microbiote, mais finalement beaucoup plus important, un défaut fonctionnel dans ce microbiote, avec une diminution de la production de ces dérivés indoles, une diminution de l'activation de la voie AHR, une diminution de la production d'interleukine 22, et en conséquence, une augmentation de la susceptibilité à l'inflammation. Donc la question suivante, c'était de savoir si on pouvait corriger cette susceptibilité avec un agoniste AHR, et c'est ce que l'on a essayé de faire. On a donné à ces souris un agoniste AHR. Donc en bleu, les souris qui ont une flore normale, en bleu foncé. En noir, les souris qui ont une flore issue de souris Carr9-KO. Et en rouge, les souris avec une flore Carr9-KO qui ont reçu l'agoniste AHR. Donc vous voyez qu'on corrige la susceptibilité en termes de perte de poids. Et puis, je ne vous le montre pas pour des raisons de temps, mais on corrige également le défaut d'interleukine 22 et de ces peptides antimicrobiens, REC3 gamma et REC3 bêta. Ensuite, on a refait le même type d'expérience, non pas avec un agoniste chimique, mais en donnant aux souris des bactéries qui produisent naturellement ces agonistes AHR, et on obtient exactement les mêmes résultats. Bien sûr, tout ça, c'est chez la souris, avec les limites qu'on connaît de ces modèles, et donc on s'est demandé si ces résultats étaient relevants chez l'homme. Donc on a analysé la capacité du microbiote de patients atteints de Mickey à produire des agonistes AHR, et on a comparé à des sujets sains, et voilà ce que l'on a obtenu, c'est que globalement, les patients qui ont une Mickey, leur microbiote a une capacité de produire ces agonistes AHR plus faible que les sujets sains. On a ensuite voulu savoir s'il y avait un lien avec Carr9 également chez l'homme, et donc on a génotypé ces patients pour le polymorphisme qui est associé à ces maladies inflammatoires de l'intestin, et en l'occurrence c'est le polymorphisme A. Et ce que vous voyez, c'est que les patients qui sont homozygotes pour ce polymorphisme ont un microbiote encore moins capable de produire des agonistes AHR que les autres. Pour évaluer s'il y avait une certaine spécificité vis-à-vis de Carr9, on a regardé les polymorphismes dans d'autres gènes importants dans ces maladies inflammatoires, comme NOT2, ATGCZ1 ou LRRK2. Et là, comme vous le voyez, pour les polymorphismes qu'on a étudiés, on n'a pas vu d'effet génétique suggérant une forme de spécificité.
Donc première conclusion qui essaye de répondre, en tout cas en partie, aux questions qu'on a posées dans la session précédente sur la poule et l'œuf, finalement. Est-ce que les anomalies du microbiote que l'on observe, elles sont cause ou conséquence de ces maladies? Eh bien, à mon sens, c'est les deux. C'est à la fois cause et conséquence, c'est-à-dire que le microbiote, s'il change, ce n'est pas pour rien, il ne change pas de manière spontanée, il y a des facteurs génétiques qui vont le faire changer, des facteurs environnementaux qui vont le faire changer, mais une fois que ce microbiote il est altéré, et surtout si ses fonctions sont altérées, comme par exemple la capacité à produire ces agonistes AHR, eh bien ça peut jouer un rôle sur la susceptibilité à l'inflammation et donc à la maladie. Donc ce que l'on sait finalement, c'est que la génétique et l'environnement jouent un rôle sur ces maladies. On sait aussi que la génétique et l'environnement jouent un rôle sur le microbiote. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais on sait aussi que l'inflammation dans l'intestin, si on induit une inflammation, en soi, ça va modifier le microbiote. Et dans ce sens-là, il y a une part d'effet, de rôle secondaire, finalement, des anomalies du microbiote sur l'inflammation. Mais le dernier élément qui est important, c'est qu'on sait aussi que si on modifie le microbiote, ça modifie l'inflammation. Et donc là, ce que vous voyez apparaître, c'est un cercle vicieux entre ce qui se passe en termes inflammatoires dans l'intestin et les anomalies du microbiote, puisque l'inflammation va modifier le microbiote, mais le microbiote modifié va favoriser l'inflammation. Et donc, ce que ça suggère, c'est que si on veut traiter les patients de manière efficace, probablement qu'il faut cibler les deux bras de cette physiopathologie. Et ce que vous avez vu précédemment, c'est qu'aujourd'hui, on ne vise qu'un seul bras de la physiopathologie, on vise l'inflammation, on cherche à calmer le système immunitaire qui est trop activé. Et ce que vous avez vu également dans la session précédente, c'est que certes, on a une efficacité chez ces patients, mais c'est loin d'être parfait. Et notamment, les molécules immunosuppressives qu'on utilise chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, ce sont exactement les mêmes que celles que l'on utilise dans d'autres maladies inflammatoires, les maladies inflammatoires articulaires ou dermatologiques. Et nos collègues rhumatologues et encore plus dermatologues ont des efficacités bien supérieures avec les mêmes molécules que nous, gastro-entérologues. Et ça, ce que ça suggère, c'est qu'il y a un autre acteur qui est là. Et cet acteur, c'est probablement le microbiote intestinal. Donc si on veut essayer d'être efficace, il faut probablement aussi agir sur le microbiote intestinal. Et avec cet objectif-là, finalement, c'est de transformer un microbiote altéré en composition, mais encore une fois, surtout en fonction, en un microbiote normal. Donc qu'est-ce que l'on peut faire? On peut utiliser des antibiotiques pour aller cibler des mauvaises bactéries. Et donc en gros, eh bien, il y a un effet positif. Lorsqu'on regarde les études, il y a un effet positif des antibiotiques, à la fois dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique, notamment pour le traitement des poussées. Alors ce n'est pas parfait, mais c'est significatif. Pour prévenir la récidive après une chirurgie dans la maladie de Crohn, ça marche aussi. Et puis dans une autre situation qu'on appelle la pochite, ce sont des patients chez qui on est obligé d'enlever le côlon lorsqu'ils ont une rectocolite hémorragique trop grave. On va reconstituer une sorte de poche avec la fin de leur intestin grêle. Et malheureusement, cette poche, elle peut s'inflammer à nouveau. Et c'est ce qu'on appelle une pochite. C'est une troisième forme finalement de maladie inflammatoire de l'intestin. Et dans ce cas-là, les antibiotiques, non seulement ils marchent, mais en plus, c'est le traitement de référence. Deuxième possibilité, on peut utiliser un probiotique, les probiotiques classiques, c'est-à-dire ceux qui sont essentiellement issus de la fermentation du lait. Alors là, c'est quand même très décevant. Dans la maladie de Crohn, c'est pas compliqué, il n'y a aucun probiotique qui a jamais montré la moindre efficacité. Et dans la rectocolite hémorragique, vous voyez ici des petits plus dans la pochite et dans la prévention de la récidive pour la rectocolite hémorragique, mais ça marche aussi bien que les traitements les moins puissants qui sont disponibles dans ces maladies. Donc ce n'est pas du tout en compétition avec les anti-TNF-alpha, les immunosuppresseurs. Non, pas du tout. C'est vraiment le SMIC du traitement de ces maladies. Donc c'est quand même relativement décevant aujourd'hui. Troisième possibilité, non pas prendre des bactéries qui viennent de produits laitiers fermentés, mais prendre des bactéries qui viennent de l'intestin. Et pour lesquelles on sait qu'elles ont des effets, et ça on sait avec tous les travaux dont je vous ai déjà parlé, que les bactéries de l'intestin ont des effets sur le système immunitaire. Donc pourquoi pas prendre une de ces bonnes bactéries-là et la donner aux patients? Par exemple, on pourrait donner cette bactérie, Faecalibacterium prausnitzii, pour laquelle on a énormément de données montrant qu'elle diminue chez les patients et qu'elle a des effets anti-inflammatoires, en tout cas in vitro et in vivo. Bien sûr, maintenant, il faut tester pour savoir s'il y a des effets cliniques chez l'homme.
Dernière possibilité, la transplantation fécale. Donc la transplantation de microbiote fécal, le concept, il est finalement extrêmement simple, c'est de remplacer un microbiote anormal par un microbiote sain, en espérant qu'on ait des effets thérapeutiques. Alors d'abord, je vais vous parler de la pratique, comme ça on met ça derrière, comment ça marche en pratique de faire une transplantation fécale, parce qu'on peut parfois avoir des idées, on va dire, exotiques. Donc, la première étape, et finalement la plus complexe, c'est de trouver un donneur, et surtout un donneur qui soit un bon donneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait des tests chez les donneurs qui sont bien plus larges que ce qu'on fait lors d'un don du sang. Il y a tous les tests du don du sang, plus on recherche énormément de micro-organismes dans les selles pour être sûr qu'on ne va pas transmettre une maladie, puisque le sang, c'est normalement stérile, hein, normalement. Les selles, ce n'est pas du tout stérile. Donc des micro-organismes, il y en a, mais on ne veut pas qu'il y en ait des mauvais. Et puis, on ne veut pas non plus que le donneur ait perturbé son microbiote. Donc s'il a pris des antibiotiques récemment, pareil, on ne va pas le prendre. Donc c'est vraiment la partie la plus complexe aujourd'hui, c'est de trouver des donneurs. Ensuite, on prend les selles, on va les resuspendre dans du sérum physiologique, on va les homogénéiser, les filtrer avec juste comme objectif de retirer les résidus alimentaires. On ne sait pas qu'on veut retirer quoi que ce soit, on veut juste avoir une solution liquide à la fin. Et puis aujourd'hui, on passe par une étape de congélation avec un cryoprotectant qui nous permet finalement, on met cette préparation en quarantaine au congélateur et on attend d'avoir les résultats du bilan qui est fait chez le donneur, ce qui permet d'avoir une meilleure sécurité et puis aussi d'avoir un peu d'avance si on a une transplantation à faire en urgence, on va dire. Une fois que le bilan est bon, eh bien, on va pouvoir utiliser cette préparation pour faire de la transplantation fécale. On peut le faire par 4 modes, on va dire, via une coloscopie, via une sonde naso-duodénale, donc, qui va juste au début de l'intestin grêle, via un lavement, et donc là c'est vraiment le plus simple, je dirais aujourd'hui. Et il y a certaines équipes qui font des gélules pour l'administrer par voie orale. C'est encore assez limité aujourd'hui. Dans la rectocolite hémorragique, on a 4 essais randomisés contrôlés qui ont testé ces approches. Et c'est clairement en dehors de la seule indication de la transplantation fécale dans le soin que sont les infections récidivantes à Clostridium difficile, c'est clairement dans cette maladie qu'on a le plus d'informations en termes d'essais randomisés. Donc vous avez ici les 4 essais randomisés. Le premier essai qui utilisait des lavements avec un taux de rémission à 7 semaines, vous voyez, qui est de l'ordre de 20 à 25% contre de l'ordre de 5% chez les contrôles. Deuxième essai par voie duodénale avec un effet supérieur de la transplantation fécale, mais pas significatif, pas de différence statistiquement significative. Troisième essai avec une administration très intensive, une transplantation fécale par coloscopie et ensuite 5 transplantations fécales par semaine pendant 8 semaines. Donc vous faites le calcul, ça fait 41 transplantations fécales. Et vous voyez qu'à 8 semaines, on a de l'ordre de 25% de rémission contre de l'ordre de 5-8% dans le groupe contrôle. Et puis encore ici, une dernière étude qui vient de sortir, 30% de rémission contre à peu près 7-8% dans le groupe contrôle. Donc ces études, ce qu'elles montrent, c'est d'abord il y en a 3 sur 4 qui sont positives, et même dans la 4e, il y a une tendance. Il n'y a bien sûr pas énormément de patients à chaque fois qui ont été inclus. Les effets, eh bien, ils ne sont pas ridicules du tout, puisque vous avez vu, hein, dans les molécules, même les plus récentes, on a de l'ordre de 30% de rémission. Hein. Et bien, finalement, c'est ce qu'on obtient ici, on est de cet ordre d'idée. Mais après, ce qui nous manque, ce sont des données de maintenance, c'est-à-dire qu'on a l'information à 8-10 semaines, mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'en sait rien. Dans la maladie de Crohn, il n'y a aucun essai qui a été publié, et donc on a réalisé un essai à l'hôpital Saint-Antoine avec justement cette idée un petit peu originale de cibler à la fois l'immunité et le microbiote, étant donné les concepts que j'ai développés avant, montrant qu'il y avait finalement une intrication entre l'immunité et le microbiote. Donc voilà ce que l'on a fait. On a pris des patients qui étaient en poussée de maladie de Crohn, et d'abord on les a traités par cortisone, pour éteindre l'inflammation et les mettre en rémission clinique. Rémission clinique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de symptômes, ils vont bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'inflammation dans l'intestin. On sait que la cortisone fait très mal cicatriser l'intestin, et donc il y a très clairement chez ces patients encore de l'inflammation. Une fois qu'ils étaient en rémission clinique, ils ont été randomisés. Ils ont reçu soit une transplantation fécale au cours d'une coloscopie,
soit une fausse transplantation fécale. Et ensuite, on a diminué progressivement les corticoïdes jusqu'à les arrêter, et puis les patients ont été suivis comme ça. Donc le résultat de cette étude, qui n'est pas encore publiée d'ailleurs, qui est en cours de publication, c'est le suivant. Vous voyez ici tous les patients qui sont en rémission clinique, par définition, puisque pour avoir la transplantation ou la fausse transplantation, ils devaient être en rémission. Et vous voyez que le groupe vert, que sont les patients qui ont eu la transplantation fécale, rechute moins vite que le groupe bleu, bien que ces chiffres ne soient pas significatifs, parce que c'est une étude pilote avec peu de patients. On avait 9 patients dans chaque groupe, donc c'est vraiment très peu. Ce qui était intéressant, c'était l'analyse du microbiote de ces patients. Donc ici, en fait, on avait 2 profils chez les patients qui ont eu une transplantation fécale. Ici, vous avez le microbiote d'un patient qui a eu, on va dire, un succès de la transplantation en termes de colonisation. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez ici le microbiote du donneur, ici le microbiote du patient 2 semaines avant la transplantation fécale. Ici, c'est le microbiote du patient juste avant la transplantation fécale. Et là, c'est 2 semaines après la transplantation fécale. Donc là, vous voyez qu'il y a eu un shift complet du microbiote et que le receveur a été colonisé par le microbiote du donneur. Et ensuite, dans les semaines suivantes, ça reste toujours dans la même zone. Deuxième cas, un cas d'échec de transplantation en termes de colonisation. Là, vous avez le microbiote du donneur ici et le microbiote du patient 2 semaines avant la transplantation fécale ici. Là, c'est juste avant la transplantation fécale. Et là, c'est 2 semaines après la transplantation fécale. Donc là, vous voyez qu'il ne s'est rien passé. Le microbiote, il est resté ici. Il ne s'est pas du tout rapproché de celui du donneur. Et ensuite, d'ailleurs, voilà, ça reste dans la même zone. Ce qui est intéressant, c'est de corréler ces résultats d'efficacité de colonisation à l'efficacité clinique. Et là, les choses sont vraiment claires. En fait, vous avez en rouge ici les patients pour lesquels il y a eu un échec de la transplantation dans le sens où il n'y a pas eu de colonisation par le microbiote du donneur. Et vous voyez que ces patients, finalement, ils récidivent aussi vite que dans le groupe fausse transplantation. Alors que les patients qui ont été colonisés par le microbiote du donneur, eh bien, eux, globalement, ils restent en rémission jusqu'à la fin du suivi. Montrant que, finalement, pour être efficace, ce type de traitement a probablement besoin de coloniser le receveur, au moins pendant une certaine période, qui en soi peut paraître assez évident. Donc cette recherche, elle est extrêmement active. Ici, vous avez des données il y a quelques semaines sur les études évaluant la transplantation fécale dans les MICI uniquement à travers le monde. Et vous voyez qu'en France, en Europe, on n'est pas du tout ridicule par rapport à l'Amérique du Nord. Il y a aussi la Chine, l'Australie qui sont des acteurs importants. Et on continue à faire ce type d'essai actuellement. On a un essai qui vient de commencer dans la rectocolite hémorragique, sur cette fois-ci beaucoup plus de patients, 130 patients, et un essai qui va commencer, j'espère, avant la fin de l'année, dans la maladie de Crohn. Là aussi, un essai de grande ampleur, multicentrique, sur près de 130 patients également. Il reste beaucoup de questions non résolues vis-à-vis de la transplantation fécale chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a d'abord des questions qu'on pourrait considérer comme pratiques, qu'on peut diviser en des questions qu'on se pose avant, pendant et après la transplantation fécale. D'abord, avant les tests de dépistage chez les donneurs, qu'est-ce qu'il faut rechercher comme micro-organismes? Est-ce qu'il y a des micro-organismes plus importants à rechercher que d'autres? Quels antécédents? Est-ce qu'on doit préparer les selles d'une manière en présence d'oxygène ou sans oxygène? Au moment de la transplantation fécale, est-ce qu'on doit préparer le receveur? Est-ce qu'on doit faire une préparation colique type coloscopie, une purge? Ou est-ce qu'on doit donner des antibiotiques au receveur? Est-ce qu'on doit administrer par le haut, par le bas? Ça, on n'en sait rien. Et puis, on transmet quand même quelque chose qui vient d'un autre être humain, et donc on peut se poser la question du risque de transmettre un agent infectieux qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Et on est dans le pays de l'affaire du sang contaminé. Je peux vous dire que les autorités réglementaires sont extrêmement vigilantes sur ce point-là. Et puis après, on a des questions beaucoup plus conceptuelles. Est-ce qu'on doit sélectionner le donneur sur le type de microbiote du donneur, la richesse en certaines bactéries, par exemple Faecalibacterium prausnitzii, la diversité, la capacité du microbiote à produire des acides gras à chaîne courte ou des dérivés indoles, par exemple? La question du timing, le moment de faire cette transplantation fécale, vous avez vu que les 4 études faites dans la rectocolite hémorragique, elles ont toutes été faites en poussée dans l'objectif d'induire la rémission. Mais est-ce que vraiment c'est très logique de faire ça si on a un intestin extrêmement inflammé,
Ce n'est pas complètement certain. Et l'étude que l'on a faite dans la maladie de Crohn, où on a choisi de le faire chez des patients chez qui la rémission avait déjà été induite, suggère que ça pourrait être une stratégie au moins aussi intéressante. Et puis, à long terme, si ce microbiote il est impliqué dans énormément de maladies, le syndrome métabolique, le diabète, l'obésité, peut-être certains cancers, eh bien, est-ce que de faire de la transplantation fécale, surtout si c'est pour une maladie chronique, on imagine faire ce type de traitement de manière répétée, est-ce qu'on ne peut pas aussi transmettre le risque de développer certaines de ces maladies? Donc la transplantation fécale, c'est un outil qui est intéressant, mais comme vous l'avez compris, quand même, on ne contrôle pas grand-chose. On ne sait pas exactement ce que l'on donne. La composition du microbiote, même si on la détermine, eh bien, on ne connaît pas tout. On en apprend vraiment aujourd'hui tous les jours. Et puis d'un donneur à l'autre, le microbiote n'est pas le même. Et même chez un même donneur qui va changer de mode de vie, eh bien, son microbiote va changer. Donc vraiment, on ne contrôle pas exactement ce que l'on fait. Néanmoins, je pense que ces études, elles sont très importantes parce qu'elles nous permettent de comprendre le rôle du microbiote dans ces maladies et peut-être qu'elles vont nous permettre d'identifier les acteurs qui sont importants dans le microbiote et qui ont peut-être des effets thérapeutiques. Et donc, si on arrive à identifier les bactéries, les champignons, ou peut-être même des molécules issues des micro-organismes qui ont des effets thérapeutiques, qui sont porteurs des effets, eh bien, on peut les isoler, les faire pousser dans des tubes ou dans des usines et les donner aux patients comme des médicaments. Et là, on donnera très précisément toujours les mêmes médicaments, toujours les mêmes bactéries. Et puis, on peut même imaginer que si on a une fonction qui manque, avec une bactérie qui manque particulière qui est capable de restituer cette fonction, eh bien, on peut utiliser une souche unique de bactéries qu'on va donner seule. Et donc ça, c'est globalement ce qu'on appelle le concept de probiotique de nouvelle génération. Et puis, ces micro-organismes, ils agissent sur nous via des molécules, soit des molécules qui sont produites par ces micro-organismes, soit des molécules qui sont présentes sur la paroi de ces micro-organismes. Et si on arrive à comprendre comment ces micro-organismes agissent et quelles molécules sont impliquées, eh bien, on peut les utiliser directement comme des médicaments. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le concept de post-biotique. C'est une stratégie qui a été utilisée par l'industrie pharmaceutique en allant dans la forêt amazonienne isoler des nouvelles molécules pour les tester comme nouveaux médicaments. Et ça a donné lieu d'ailleurs à plusieurs médicaments très importants. Et là, on pourrait imaginer exactement la même stratégie, sauf que la forêt amazonienne, elle est dans notre ventre. Donc en conclusion, le microbiote, c'est un acteur majeur pour notre santé. Je ne vous en ai pas parlé pour raison de temps, mais il est extrêmement sensible au changement de l'environnement. Et donc aujourd'hui, il y a toute une thématique de recherche sur l'utilisation du microbiote comme biomarqueur qui permettrait de prédire la survenue de poussées de la maladie, ou peut-être même la survenue de la maladie tout court, ou peut-être la réponse à certains traitements. Et puis, c'est potentiellement une source de nouveaux traitements. Je vous ai parlé de la transplantation fécale, qui, à mon sens, n'est probablement qu'une étape dans le développement de médicaments basés sur le microbiote, avant d'aller sur des choses plus contrôlées, des bactéries seules ou en consortium, voire de molécules issues du microbiote qu'on va utiliser directement pour traiter les centaines de milliers de patients en France et surtout les millions de patients qu'il y a dans le monde, avec des nombres qui augmentent tous les jours. Voilà, je vous remercie. Peut-être je peux commencer. Oui. Est-ce qu'un problème potentiel des transplantations fécales pourrait être que les patients se soient immunisés d'une façon entre guillemets pathologique à l'égard de la flore physiologique et que donc il y a en gros un rejet de façon oui. schématique. Ah oui. Est-ce qu'on a documenté, parce que moi je n'ai pas vu ça dans la littérature, des réponses T par exemple, mais pourquoi pas aussi des anticorps, etc., qui pourraient avoir effectivement une fonction extrêmement efficace d'élimination rapide de ces bactéries physiologiques? Alors, on n'a pas documenté de rejet à proprement parler, mais en revanche, on sait que les immunoglobulines que l'on va retrouver dans la lumière intestinale sont vraiment dirigées contre certains composants du microbiote de la personne en question. Donc, on peut tout à fait imaginer comme ça une forme de réaction immunitaire. Mais en tout cas, ce qu'on n'a jamais observé jusqu'à présent, c'est une réaction, on va dire, aiguë qui va conduire à un vrai rejet comme on l'entend en greffe. Maintenant, il est tout à fait possible qu'il y ait une question de compatibilité, sans qu'aujourd'hui on le sache précisément. Pour l'effet de la transplantation fécale, on a parlé d'effet donneur déjà, avec peut-être le microbiote de certains donneurs qui serait plus efficace que d'autres
dans telle ou telle pathologie, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait aussi un effet receveur. Par exemple, les patients dont je vous ai parlé, là, qui n'étaient pas colonisés par le microbiote des donneurs auxquels ils ont été soumis, aujourd'hui, on n'a pas d'explication claire. On s'est demandé s'il y avait un problème de préparation, est-ce que l'intestin était bien propre? En fait, il était très très propre. On a regardé le microbiote de ces patients avant la transplantation fécale, et là, on a observé des anomalies par rapport aux autres patients. Donc peut-être qu'il y a aussi un effet receveur, et peut-être même des effets de compatibilité entre les donneurs et les receveurs. Oui, madame ?